Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Break the Rules by Gaëlle, l'anglais qui casse tes codes. Break the Rules by Gaëlle. Et aujourd'hui, j'accueille Isabelle, qui, en plus d'être une enseignante hors pair, est une grande amie. Donc je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui pour parler de l'anglais dans les écoles. Bienvenue Isabelle. Merci. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors on va commencer peut-être par une petite présentation, si tu veux bien nous dire qui tu es. Oui, alors je suis enseignante depuis 18 ans. Depuis pas longtemps, je suis en grande section CP, dans un petit village perdu en Lorraine. Et franchement, j'aime assez ça parce qu'il y a une liberté de pouvoir aller dehors quand on a envie avec les enfants pour travailler avec eux. Et c'est franchement sympa. Voilà. Oui, parce que Isabelle, elle est assez particulière comme instit. C'est l'instit que tous les parents rêveraient d'avoir pour leurs enfants. Je le dis parce que c'est important. C'est la classe flexible avec une pédagogie qui s'adapte à tous les profils. C'est aussi pour ça que je l'adore parce que moi aussi dans l'anglais j'aime beaucoup cette idée que il faut une approche libre et flexible qui a du sens. Et Isabelle, elle est dans cette lignée, dans cette approche avec des valeurs très proches des miennes concernant la pédagogie. C'est pour ça que j'avais besoin de toi. Pour l'anglais, parce que je trouvais que ça rentrait pas assez dans ma façon de faire. On va en reparler tout de suite. Alors, revenons un peu en arrière et parlons de ton vécu scolaire de l'anglais. Alors, à savoir que nous étions au collège ensemble, on se connaît, j'ose pas compter parce que sinon ça fait style, on est vieille. C'est plus de 30 ans, c'est pas bon. Fallait pas le dire. Trop tard. Je voulais que ça reste un secret. Mais voilà, donc notre vécu au collège, Isabelle, est-ce que tu t'en souviens avec nos profs d'anglais ? Oui. Alors, en fait, moi, j'ai commencé avant. Dans les années 90, il y avait tout un truc qui se passait où ils voulaient commencer à apprendre l'anglais à partir du CM1. Mm-hmm. Et moi, j'ai été dans une école pilote qui a accepté de faire ça. Et super. Donc, j'avais une prof d'anglais qui venait quand j'étais en CM1. Il y avait un regroupement avec une école à côté. Et franchement, c'était sympa. On l'a fait pendant 2 ans. Alors maintenant, avec le recul, je me dis c'était pas très vivant, en fait. La seule chose vivante, c'est qu'on avait changé de prénom. On avait pris un prénom en anglais. Je me souviens qu'on faisait ça, oui, c'est vrai. Pour faire un peu plus anglais, donc je m'appelais Steph. Je m'appelais Jennifer. Tu vois ? Punaise, j'avais prévu que ce serait un prénom vachement tendance après. Ouais, tu vois, bien joué. Franchement, ça m'étonne pas de toi. Et toi, tu m'as dit t'étais comment ? Steph. Bon, la prof était pas hyper contente de mon prénom, mais bon... Ouais, après... C'est tout, Steph. Chacun, justement, c'est cette liberté qui fait qu'on était content de pouvoir s'attribuer une nouvelle identité. Oui, c'est ça. C'était l'occasion de changer notre prénom. Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais bon, bref. Et donc, pendant 2 ans, en fait, on a fait de l'anglais, mais je me souviens que c'était pas foufou, quoi. On avait comment ça s'appelait pas un notebook, mais une sorte de fichier d'anglais. Et on coloriait des trucs, on remplissait, c'était beaucoup d'écrits, quoi. Et les peu de fois où on parlait, on était en rond, on était une trentaine, et on parlait une fois dans la séance, quoi. Ça me dit quelque chose, j'ai dû avoir ça au CM2, moi. Ouais, moi j'ai fait CM1 et CM2. Et je me souviens, on disait des trucs, tu vois, du style « This is a cat ». Oui, c'est ça. Puis Snake, je me rappelle, j'avais appris Snake, et du coup j'avais... On avait peut-être la même prof, hein. Pas peut-être. Pourtant, on n'était pas au même endroit. Mais... peut-être qu'elle venait pas les mêmes jours. Oui, c'est ça. C'était le mardi, moi, je me souviens, j'aimais bien le mardi après-midi. Je saurais pas te dire le jour que c'était, mais je me souviens, on allait dans une autre salle et je comprenais pas bien ce qu'on faisait d'ailleurs. Oui, non, mais pareil. Je savais qu'on faisait de l'anglais, mais c'était pas... On répétait des trucs et je voyais pas trop bien le sens que ça avait. Je me souviens très bien de ces petits trucs avec les petites images des chats, des animaux et tout ça. Et on disait une fille, elle s'appelait Cathy, je crois, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Ah ouais, C'était obscur. Et après, au collège, tu te souviens de... Alors, au collège, quand je suis arrivée en 6e, j'ai eu un monsieur Cerdan. Ah oui, moi je l'ai eu en 5e après, oui. Ouais. Et monsieur Cerdan, en fait, du coup, toute la première période, premier trimestre, j'ai eu une bonne moyenne avec lui, parce que j'avais eu tout ce que j'avais fait avant, et on refaisait tout ce que j'avais déjà vu, donc c'était cool. Et après, il m'a noyée, il m'a perdue. Et après, j'avais 7 de moyenne en anglais, je comprenais plus rien. Ouais, il était exigeant. Je me souviens qu'il fallait apprendre des trucs par cœur, du vocabulaire par cœur. Je comprenais pas toujours ce qu'il me racontait. Et du coup, c'était super compliqué. Ouais, c'était du par cœur. Je me souviens que c'était énormément de par cœur. Et puis c'était toujours... Mais on a eu le même fichier de la 6e à la 3e. C'était Dave et Vanessa, la méthode. Ça, non, ou Apple Pie. Apple Pie. Oui, mais c'était Dave et Vanessa dedans. Je sais plus. Il s'appelait pas comme ça dans le... Je sais peut-être bien. Puis tu sais, il y avait un Australien, il y avait... Ah oui. Ah oui. Je sais plus comment il s'appelait, mais je me souviens de Dave et Vanessa. Et que ça nous a suivis de la 6e à la 3e et c'était très... tu sais, on écoutait des cassettes. Oui. Et puis, tu sais, ça disait Unit 1. Page 22. Oh purée, ça y est, ça me replonge en arrière.
Et puis il y avait des questions où, pareil, c'était dans des contextes tellement déconnectés, où on était un peu ok, on répondait un peu machinalement. C'est ça, on se disait j'espère que je vais entendre quelque chose, qu'est-ce que je vais comprendre. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est encore une fois une approche tellement codifiée, tellement formatée. Et scolaire, tellement scolaire. Tellement scolaire qu'en fait, on répond ce qu'on attend de nous, mais pas ce qu'on comprend vraiment, en fait. J'ai l'impression, dans ce type de format où, en fait, voilà, et on suit un truc, une espèce de progression. Et c'est vrai que ça nous a quand même permis d'acquérir des bases, mais bien souvent, en fait, à la fin, on savait pas trop bien comment se servir de tout ça. Non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis les verbes irréguliers, j'ai l'impression qu'on les a appris pendant 3 ans. Ah bah moi j'ai continué au lycée après encore. Ouais, je me souviens bien en 5e avec Monsieur Cerdan, comme toi tu l'as vu l'année d'avant, moi je l'ai vu en 5e, et je me souviens qu'en 4e et encore en 3e, je pense qu'on les a mangés pendant une paire d'années, et comme beaucoup, on s'en souvient, mais à la sortie, bon, voilà, la théorie est restée un peu dans les livres, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ensuite, ta formation en anglais, elle s'est poursuivie dans tes études supérieures ou pas? En fait, quand je suis allée à la fac, j'ai fait un DUG médiation culturelle et communication. Ah oui. Donc c'était sympa, j'avais bien aimé le côté un peu qui touche à tout. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et donc je m'étais dit, je vais quand même garder l'anglais. Et j'avais fait anglais à la première année, je crois que j'avais pas le choix. C'était de l'anglais grammatical, un truc comme ça. Donc ça, c'était nul. C'est chiant. Ouais, j'imagine. Vraiment, non. Et l'année d'après, et après encore en licence, sciences de l'éducation, j'ai fait de l'anglais, enfin, compréhension orale. D'accord. Et ça, c'était cool parce que du coup, les profs, ils nous faisaient regarder des séries qui passaient aux États-Unis et tout. Ah ouais, c'est quand même innovant pour l'époque, parce qu'on est quand même au début des années 2000, nous, quand on est à la fac. Les profs, moi, ils me paraissaient vieux, mais en fait, je pense qu'ils étaient jeunes. Mais ils devaient avoir notre âge de maintenant. Et du coup, c'était chouette parce qu'ils nous faisaient regarder Friends. Enfin, c'était quand même vraiment, innovant, enfin. Ouais, parce qu'à l'époque, Friends, c'était hyper enfin voilà, c'était la série tendance. Ouais. Et en fait, c'était une saison qu'on n'avait encore pas vue en France, quoi. Donc, c'était chouette. Ah, trop bien. Ouais. Parce que tu te souviens, il y avait le centre de langue Yves Chalon. Oui. Le Clic. Oui. Ah oui. Ah bah oui, non, mais ça, c'était horrible, par contre. Bah, tu pouvais regarder des films aussi, là. Ouais. Tu sais, tu pouvais louer des cassettes en VO. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je sais que moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais obligée à une époque, alors j'étais allée, mais... Ouais, c'est ça. C'était... Après, franchement, il faut que je te raconte un truc que je crois que je t'ai jamais dit. Mais j'aimais bien y aller juste pour dire ouais, je vais faire de l'anglais, pour un peu enfin, je sais pas, pour dire te donner un peu une prestance, tu sais. Comme je faisais du théâtre, je faisais plein de trucs un peu qui sortaient de l'ordinaire. Et du coup, j'allais juste là, des fois, juste comme à la BU, tu vois, des fois, j'allais juste emprunter des livres, mais je les lisais jamais. Juste pour dire que j'allais à la BU. Bah après, au Clic, voilà, c'était les débuts des années 2000, donc faut dire, les équipements, ça restait quand même... Bah, les casques, ils marchaient jamais, hein. Je me rappelle. Les vieilles cassettes VHS. Moi, je me souviens, dans mon cursus fac d'anglais, il y avait un truc hyper, hyper protocolaire. Là, il fallait qu'on aille au Clic. Ouais. Et c'était pour la prononciation, on avait un fichier, il fallait qu'on répète des mots dans un micro, tu sais, genre c'était des petites listes de mots pour faire les sons voyelles. Donc je crois que j'ai eu aussi ça. Tu sais, on disait pit, pat, pet, put, pot. Et on répétait ça, tu sais. Et du coup, c'était vraiment rébarbatif, quoi. Après, c'était formateur. Hein, je veux dire, à force de répéter, les sons, effectivement, on les avait intégrés. Et puis, comme à côté de ça, il y avait d'autres matières dans lesquelles il y avait de la langue orale, on parlait et tout ça. Mais je me revois répéter pit, pat, pet, put, pot. Ça devait être sympa d'être à côté. Dans le fameux casque avec le petit micro, là. Et bon, c'était la technologie de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. C'était les années 2000, quoi. C'est tout à fait ça. Et donc ensuite, sciences de l'éducation, donc c'est le cursus pour se diriger vers les métiers de l'enseignement. Exactement. Et ça s'est poursuivi avec l'IUFM? Oui. Mais alors par contre, j'ai aucun souvenir. Mais aucun souvenir de l'IUFM, de ce que j'y ai fait. Mais vraiment aucun. Autant je me souviens d'histoire géo, autant de... Mais l'anglais, je me rappelle plus du tout. Mais on n'a pas eu beaucoup d'heures en vrai. Hein, en fait, j'ai fait une année en première année. Enfin, j'ai fait de l'anglais en première année, je pense, et j'en ai refait encore après. Mais je me souviens ni de l'un ni de l'autre, quoi. Bah, comme on était ensemble, je t'apporte les souvenirs que j'ai moi, mais j'en ai très peu. Mais je me souviens qu'elle faisait quand même des trucs, une approche un peu différente. Comme je te le disais, moi, je me souviens de cette chanson de U2. Elle nous avait mis. Mais ça, je me souviens maintenant. Et il fallait retrouver les paroles. Il y avait un texte, enfin des paroles à trous, quoi. Et il fallait compléter. Et je me souviens que j'aimais bien elle. Je l'aimais bien elle.
Ouais. Mais maintenant que tu me le dis, je me souviens de cet exercice-là, mais je me rappelle pas du reste. Mais après, je t'avoue que je me souviens pas d'autre chose. Bon, bah voilà, ça nous a bien marqué. Hein. Mais que globalement, j'aimais truc. bien son approche, j'aimais bien elle, ce qu'elle nous faisait faire en cours. Je trouvais que c'était original, même si je me souviens pas d'autre chose d'original, mais c'était dans la lignée de ce qu'elle nous faisait faire. Mais après, effectivement, ça reste assez... C'était dans quelle salle? Peut-être que je peux me souvenir. Ben, en plus, je me souviens vaguement de la salle, je me souviens que t'étais à ma gauche, enfin, c'était vraiment des petites choses. Attends, c'était il y a 20 ans, c'est une torture cérébrale d'essayer de revenir il y a 20 ans en arrière, mais je me souviens que elle me plaisait bien dans son approche, et je me souviens que en 2e année, j'étais partie en Angleterre en stage pendant 1 mois. Tu te souviens, j'avais fait ça. Et elle était venue me visiter dans ma classe. Elle était venue en quelque sorte m'inspecter. D'accord. Et elle m'avait fait un super rapport. Donc aussi, je pense que j'ai un bon souvenir. Elle m'avait encensée, genre, elle est vraiment bien cette prof. Génial. Mais après, voilà, ça reste. Mais je me souviens que ça se démarquait. Il y avait quand même des profs à Metz. Je me souviens de notre première année à l'UFM où on se disait quand même on avait des bons profs. Finalement. Il y en avait quand même des sympas, et qui nous montraient autre chose que ce qu'on avait connu nous en étant enfants. Oui. Enfin, voilà. Et je trouve que ma première année était beaucoup plus formatrice pour devenir enseignante que la deuxième. Ah bah moi aussi. À Nancy, j'ai trouvé qu'après, alors c'est pas le lieu qui fait, c'est l'équipe qui nous a formés, mais... Bah, puis, non, toi, t'avais pas fait comme ça, mais moi, j'avais travaillé déjà, en fait. Oui, j'avais déjà été instit avant d'avoir le concours et d'être en 2e année. Et du coup, je me sentais comme une touriste, en fait, parce que je voyais que tout ce qu'ils nous disaient, c'était pas forcément adaptable, toujours. Ah bon? Et je me disais, non, mais ça, tu peux pas le faire dans une classe, parce que j'avais fait 2 ans de remplacement dans le privé, et du coup, j'avais bien vu que c'était pas... C'était de la didactique, mais que sur le terrain, ça marchait pas pareil, quoi. Bah, disons que voilà, ce qu'on peut dire globalement, nous qui sommes passés par une formation il y a d'une 20aine d'années à l'UFM, on s'est bien sentis différentes dans les classes où on nous proposait une théorie qui ensuite arrivait dans une vraie classe avec des vrais élèves et une réalité complètement différente. Il y a eu un grand écart, quoi. Moi, ma première année, je m'en souviens toute ma vie. C'était dans ma tête, c'était hyper compliqué. C'était en cours double, CE1, CE2, avec quand même des challenges au niveau de la lecture pour les CE1 parce qu'ils poursuivaient ce qu'ils avaient commencé au CP. Enfin, waouh, c'était chaud. Et donc, du coup, je me dis, pour l'anglais, voilà, déjà, on n'était pas super formés pour le truc de base avec le français, comment enseigner le français, comment enseigner la conjugaison, la grammaire, les maths. Déjà, tout ça, c'était obscur. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire après de l'enseignement de l'anglais? Alors, en fait, j'ai fait beaucoup de remplacements pendant toutes ces années. Et je me suis quand même fixée plus en grande section CP depuis quelques années. Et je me rends compte, en fait, que c'est pas moi qui le faisais quand je faisais les remplacements. Mais des fois, quand même, j'avoue, quand je faisais des remplacements, dans ma journée type, j'avais un classeur où je faisais ce que je pensais, parce que souvent, les instituts qui sont absents, ils laissent pas forcément l'emploi du temps ou quoi. Et donc, et je faisais de l'anglais. D'accord, ouais, très bien. Alors que c'était un peu anecdotique, je faisais des bingos, des trucs comme ça, on chantait une chanson, ou celle que tout le monde connaît, hein, Head, Shoulders, Knees and Toes, mais celle-là, elle marche à tous les âges. Elle marche bien, en plus elle associe le corps. Et puis tu peux aller plus vite, donc du coup c'est drôle, les gamins ils adorent. Et donc je faisais ça, et je faisais un peu d'anglais quand même. Ah, super. Donc ça, c'est bien. Mais c'était de l'auto-formation. C'était toi, ce que tu avais trouvé. C'est pas forcément ce qu'on t'a dit de faire quand tu as été en formation. En fait, je me souviens pas avoir fait de formation en anglais. Je me rappelle d'une conférence pédagogique qui a duré 3 heures, où on nous a présenté une méthode d'anglais qui disait qu'elle était innovante et que c'était sympa et qu'il fallait l'acheter pour pouvoir la faire dans les classes. Mais ça m'a pas paru non plus hyper révolutionnaire, quoi. C'était quoi qui était innovant d'après eux? Je me souviens plus. Je crois que c'était à base d'albums. D'accord, ok. Voilà, ça partait d'albums jeunesse, mais c'était des albums qui avaient été créés pour la méthode. C'était même pas des vrais albums. Donc moi, je voyais déjà que c'était pas net. Bah oui, ça manque d'authenticité, quoi. Si on crée, encore une fois, c'est quelque chose de formaté. C'est ça. Si c'est une histoire créée pour l'apprentissage et non pas une histoire créée déjà pour le plaisir de la lecture qu'on peut utiliser et détourner nous. Ce que je faisais quand je faisais les remplacements, surtout en maternelle, j'avais acheté Little Hungry Caterpillar. The Very Hungry Caterpillar. Voilà. Et du coup, je l'avais acheté en pop-up. Ouais. Et donc, du coup, tout de suite, la version pop-up, ça. Et puis, en plus, je la lisais en anglais. Alors, les gamins, ils me regardaient, genre,
on va pas comprendre. Et je le disais même jusqu'au CM1. Les gamins, ils disaient oui, mais tout de suite. Enfin, ils partaient complètement défaitistes. Et, classique. Voilà. Mais c'est une histoire tellement simple à comprendre. Et puis ça leur rappelait aussi qu'ils l'avaient vu en maternelle et tout. Donc ils connaissent déjà l'histoire en mais français. Ouais, c'est ça. Donc du coup, finalement, à la fin, je leur dis alors. Et puis ils disaient ah si, on a compris finalement. Puis cette histoire, elle est peut-être un classique, tout le monde la connaît, hein, la petite chenille qui fait des trous en français. En anglais, c'est la petite chenille qui a très faim, The Very Hungry Caterpillar. Elle est extrêmement bien faite. Moi, j'aime bien les histoires d'Eric Carle en anglais parce qu'il y a un espèce de pattern, il y a un motif grammatical qui revient tout le temps. Donc là, il y a les jours de la semaine, il y a les fruits, les couleurs. Et du coup, voilà, il y a quelque chose qui revient et qui fait que pour les enfants, ils savent à quoi s'attendre. Et il y a un truc d'anticipation qui est drôlement bien pour l'apprentissage. Et dans toutes ces histoires, c'est comme ça. Il y a aussi avec il y a ça, il y a le kangourou aussi. Ah, je connais pas ça. Il y a la petite coccinelle qui est de mauvaise humeur, The Very Bad-Tempered Ladybird. Et puis Ten Little Rubber Ducks, qui est un de mes préférés. Celle-là, les petits canards en plastique. Il faudrait que tu me l'envoies. Elle me plaît bien. J'aime bien la récurrence grammaticale qu'il y a dans ces histoires. Et il les a pas écrites à des fins d'apprentissage. Il les a écrites parce que c'est des jolies petites histoires, mais dedans, c'est bien écrit. Et justement, il y a ce truc qui fait que les enfants, je pense en plus même les natifs, quand on s'en sert aussi en maternelle en français, c'est aussi pour ça, c'est parce que c'est intelligent la façon dont c'est écrit. Donc si c'est intelligent dans une langue, c'est intelligent dans toutes les langues et autant s'en servir. Donc c'est bien, tu avais déjà des ressources que toi, tu avais su identifier finalement, mais qu'on t'a pas donné en formation, on t'a pas dit. Puis ça fait quelques années, en fait, on n'a plus du tout le choix de la formation. C'est forcément maths et français ou des fois sciences. Voilà. Donc, c'est dommage, en fait. Parce que là où on aurait besoin, en fait, Et puis d'être vraiment conscient que finalement, si les enseignants font de l'anglais dans leur classe, c'est parce que, soit ils ont une affinité. Moi, c'est vrai que je le faisais, je faisais pas une séance d'anglais, je leur parlais anglais tout le temps. Et puis c'était une langue de communication comme le français. Je faisais du sport en anglais, des choses comme ça. Mais c'est mon affinité parce que j'ai ce parcours universitaire que tous les enseignants n'ont pas, malheureusement. Ou heureusement. Moi, je trouve que c'est super riche. Finalement, c'est plutôt une bonne chance, une bonne chose que les enseignants, ils ont des parcours différents, des affinités différentes. Et du coup, normalement, c'est à la formation, à l'IUFM ou aujourd'hui l'ESP, ou je sais plus, ça a encore changé. Je sais plus comment ça s'appelle. L'INSP, je crois. L'INSP maintenant, enfin voilà, ça change de nom, mais ça change pas trop en termes de formation. J'ai l'impression que c'est même de pire en pire. C'est un autre débat pour d'autres podcasts. Voilà, exactement. Où va l'éducation nationale, on ne sait pas. Mais du coup, voilà, c'est l'idée que la formation, en tout cas, elle est pas dispensée de manière efficace pour répondre en plus à une demande des programmes. Oui. Parce que les programmes, en vrai, je les ai relus récemment pour le primaire en langue, ils sont hyper ambitieux. Oui. Et il y a vraiment cette idée de savoir parler dans un contexte. Les objectifs, ils sont là, mais alors les moyens pour les atteindre. En fait, c'est toujours le problème. Dans les matières secondaires, on va dire, parce que du coup, l'anglais, ça devient secondaire par rapport au français et aux maths. En fait, on nous laisse un peu nous dépatouiller, quoi. On fait un peu comme on peut, on s'auto-forme, on se crée nous-mêmes nos supports, on profite aussi d'Internet avec, forcément, il faut le dire, hein, mes collègues, elles sont pareilles que moi. On va sur Internet, on voit qu'il y a des instituts qui ont fait toute une séquence sur, par exemple, sur un album jeunesse. Il y a des flashcards qui sont faites, il y a plein des histoires, des vidéos. Du coup, on pioche à gauche et à droite pour se faire nos séances nous-mêmes, quoi. Puis il y a des trucs super sur Internet. Ah oui, clairement. Au contraire. Franchement, pardon, je t'ai coupé. Ce que je fais, alors je sais que c'est pas l'idéal, hein, mais je leur fais souvent regarder des dessins animés en anglais, en fait, genre Winnie the Witch. On a vu un peu le vocabulaire avant. Des couleurs, on a vu là par exemple, comme on est près d'Halloween, on a vu tout le vocabulaire qui tourne autour d'Halloween. Donc quand ils arrivent à voir, on travaille avec des flashcards. Hein, je sais que si c'est bien les flashcards, c'est bien si c'est inscrit après dans un contexte comme le dessin animé par exemple, c'est parfait. Je trouve que c'est quand même pas très naturel, mais bon. La répétition, ça fait partie de l'apprentissage quand même. C'est juste que si on fait répéter les mots et que c'est tout et que ça s'arrête là, ça a un intérêt limité, on va dire. Mais si, dans ta façon de le faire, tu présentes les flashcards pour que après ils reconnaissent les mots dans un dessin animé, c'est très bien. C'est ce que je fais. J'essaye en tout cas. Et donc là, c'est Winnie the Witch et du coup, les gamins, ils ont adoré. Et quand je leur ai dit que j'allais leur mettre un dessin animé en anglais, ils ont dit « Ah, mais on va pas comprendre ». Je me dis « Mais si, vous allez voir ». Et je laisse le dessin animé en anglais, et c'est vraiment un anglais qui le lit, c'est pas un français. Voilà. Et j'ai aussi les albums chez moi, en anglais.
Mais je leur laisse juste pour qu'ils puissent feuilleter, en fait. Ouais. Je leur lis pas l'histoire, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait mieux que moi, avec le vrai accent. Et c'est sympa. Bah après, c'est comme tout, quoi. Si on présente un outil aux enfants et que ils se débrouillent avec, ça n'a pas d'intérêt. Si tu mettais un dessin animé comme ça juste pour dire ils écoutent un peu d'anglais, ça fait un peu d'effet. Bah non, en fait, c'est vrai. Ça va pas faire grand-chose. En fait, c'est que toi, en amont, en plus, t'explicites, tu leur montres le vocabulaire qu'ils vont trouver dans le dessin animé. Puis après, on essaie d'en reparler. On se dit, alors, qu'est-ce que vous avez compris? Et puis, il y a des gamins qui ressortent des mots en anglais. Donc c'est sympa, même s'ils font pas de phrases, et ils reconnaissent, ils disent il y a black cat, witch, house, enfin voilà, il y a plein de mots comme ça qui ressortent, qu'ils ont entendus, et puis les couleurs aussi, enfin. Il y a un vrai intérêt. Là, pour le coup, s'il y a un retour derrière avec l'adulte, parce que pareil, pour les parents qui feraient regarder des dessins animés à la maison à leur enfant, si c'est que je te mets devant la télé dans l'espoir que t'ingurgites quelque chose de ça et que par magie, après, tu deviens bilingue. Ça serait trop bien. Je vais vous le dire. Non, en fait, un enfant natif anglais, en fait, il a interagi avec ses parents. Certes, il a regardé des dessins animés en anglais, mais il a interagi avec ses parents dans les contextes du quotidien. Et du coup, ça a fait que, voilà, il y a besoin de plein de facteurs pour que la langue, elle s'intègre. Donc, si vous avez cet espoir que juste en exposant votre enfant devant la télé ou devant une tablette à avaler du vocabulaire ou à entendre sans après interagir dans un contexte ou en reparler ou expliciter des choses, non, en fait, c'est pour ça. Ce que tu fais, c'est bien. Et puis mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'éducation nationale, c'est soit on a du bon sens par rapport à ça, ce qui n'est pas forcément évident. Je veux dire, c'est sûr, on est pédagogue, on a une expérience professionnelle, mais malgré tout, enfin, je veux dire, c'est quand même le courage des enseignants d'enseigner l'anglais, alors que on sait tous, quoi, notre vécu scolaire. Je veux dire, si l'enseignant en primaire, il a fait un parcours histoire géo, maths ou sciences ou je sais pas quoi, ou sciences de l'éducation, et qu'en fait, l'anglais qu'il a eu à côté, c'est que de l'anglais un peu grammatical ou ça reste léger quand même par rapport aux ambitions des programmes. Donc ça demande quand même toujours à l'enseignant de rajouter dans sa hotte de la volonté, du travail, de la recherche, parce que on nous le pond pas, quoi. Non. Le contenu à enseigner, il est pas. Après, il existe des méthodes, bien sûr, mais moi, ça me paraît pas attractif comme ça devrait l'être, en fait. Parce que moi, je vois l'anglais vraiment, et je le présente comme ça à mes élèves, comme quelque chose de fun, puis ils sont contents, en fait, ils adorent. Le fait qu'on parle pas la même langue, des fois, ils essayent de parler anglais, alors ils prennent les mots en français, puis ils font comme ça. C'est excellent, parce qu'au fait, on voit qu'ils ont envie de parler, même s'ils savent pas. Ils essayent de se dire, tiens, un peu comme nous, quand on va en Italie, on met des A ou des O à la fin ou des I à la fin des mots, et puis on se dit, ça va peut-être passer, quoi. C'est ça. Donc voilà. On joue sur la transparence de la langue. Voilà, c'est ça, exactement. Mais les enfants, ils font pareil, et ils sont trop drôles, quoi. Mais oui, c'est vrai. Mais j'ai vu mes limites, en fait, c'est que... Et pareil, enfin, je veux dire, moi, je travaille des fois avec des AESH, et c'est des personnes qui aident les enfants qui sont en situation de handicap. Et des fois, j'ai un peu honte de mon accent, ou honte de parler devant elle, parce que je me dis, est-ce que, si ça se trouve, elle sait mieux que moi, elle va se moquer, ou... Enfin, voilà, il y a aussi ce côté-là. Un petit frein psychologique. Ouais. Mais bon, ça, c'est la plupart des gens, on a tous peur de parler anglais devant les autres. Et même quand on parle bien, moi, je me dis toujours, je peux pas parler avec un accent français-anglais, même quand je dis un titre de film. J'ai horreur de dire, par exemple, je sais pas, le nom des films anglais avec un accent français, je peux pas parce que j'ai pas appris comme ça. Et j'ai toujours peur qu'on me juge et qu'on se la pète, celle-là. Et à l'inverse, je pense que si je le dis avec un accent pourri, on me dit, oh, l'accent pourri qu'elle a. Donc en fait, je pense que quoi qu'il arrive, on poserait un jugement de toute façon, qu'on le dise bien ou qu'on le dise mal. Les gens, ils auraient toujours, en tout cas ceux qui sont un peu judgmental, comme on dirait en anglais, ils seraient critiques quoi qu'il arrive. Donc finalement, c'est à nous de travailler. Et puis ça se trouve, elle en pense rien, ton avis. Je lui ai demandé, Non, mais je voulais vraiment mettre les choses à plat tout de suite, et je lui ai demandé. Elle me dit non, j'ai pas un meilleur niveau que toi, je pense même moins bien. Alors je me suis dit Puis oui, souvent c'est ça, on s'imagine que les autres vont nous juger, alors qu'en vrai, ils en ont peut-être rien à carrer. Mais puis, voilà, limite, ils se disent, elle est bien courageuse de faire ça. C'est sûr. Et souvent, c'est ça. En plus, moi, je me dis, quand j'ai peur d'être jugée, finalement, c'est parce que j'imagine que les autres vont poser un regard sur moi, comme si j'avais un ego démesuré qui avait que moi au centre du monde, alors qu'en fait, les gens n'en ont rien à foutre, quoi. Mais on est un peu tous comme ça, en fait. On a tous un peu cette peur d'être jugés, alors qu'en vrai, ça se trouve, on serait même pas jugés. Et si on l'était, finalement, qu'est-ce que ça ferait, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça ferait rien.
Mais ça, c'est tout un pan aussi que j'expliquerai dans d'autres podcasts. Le côté psycho, le côté frein psychologique, parce qu'il y a le côté linguistique où on y met une difficulté, voilà, on se dit l'anglais c'est difficile et tout. Et puis il y a le côté psycho, où on se dit j'ai peur, si je prends la parole, qu'est-ce qui va se passer, tout va s'écrouler. Enfin. C'est ça, ils vont se moquer. Alors que peut-être en français, on n'a pas ces peurs-là, mais dans une autre langue, tout de suite, ça nous rend plus vulnérables. C'est ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et est-ce que en dehors de l'école, tu as un vécu de l'anglais, toi, dans un contexte Alors, je suis allée une fois en Écosse pendant une semaine. Et tu as choisi un pays, en plus, avec un accent. Oui. Là, tu t'es donné du challenge. Attends, je vais te dire après le deuxième, c'est pas mieux. Et donc, le premier en Écosse, c'était assez drôle parce que quand on est sorti de l'aéroport, on devait retrouver un bus qui nous emmenait plus loin, en fait, pour louer une voiture. Et en fait, donc, c'était avec mon mari, avec Fabrice. Et on était... en fait, on est tombé sur des vieux chauffeurs de taxi, mais vraiment, genre, on se demandait si c'était pas des gens en retraite, en fait. Et c'était vraiment le stéréotype vraiment des Écossais avec le béret, avec le type écossais, enfin, vraiment, mais... Pardon. Et ils étaient vraiment drôles. Et Fabrice leur a demandé un truc, parce que moi, j'ai pas osé parler, en fait. Et donc, il leur a demandé, et ils ont répondu un truc, et on s'est regardés tous les deux, on a dit merci, on est partis, on s'est dit, mais on n'a rien compris, là. On s'est regardé, en fait, on a essayé de décrypter, on s'est dit, mais ils ont roulé les R. En fait, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout. Et vraiment, et l'accent, enfin, moi, je viens des Vosges, donc on a un accent assez prononcé. On parle un peu dans notre barbe, quoi. Mais là, en Écosse, c'était pareil, quoi. Mais c'était l'équivalent, mais avec l'accent anglais, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'était compliqué. C'était l'anglais vosgien. Oui, voilà, c'est ça. C'était, bah, vraiment, tu sentais que c'était le terroir, quoi. Ouais. Donc, c'était quand même déjà pas mal. Et la deuxième fois où j'ai dû parler anglais, et là, cette fois-ci, c'est moi qui ai parlé pendant une semaine complète. J'étais avec une amie en Pologne. En fait, on avait loué un appart et la dame nous parlait en anglais. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on devait aller quelque part, on avait appris 2-3 mots de polonais, mais du coup, on utilisait surtout l'anglais. Et mon amie savait parler anglais comme moi, mais elle ne voulait pas du tout parler. Donc, c'est moi qui ai dû parler tout le long. Donc, du coup, ça m'a un peu donné confiance quand même. C'est drôle parce qu'il y a toujours un des deux qui s'y colle, en fait. Ouais, c'est ça. C'est toujours une tâche, en fait, et qui va incomber. Et c'est un peu une charge mentale quand on est en voyage et que on maîtrise pas trop. On préfère toujours demander à l'autre, voir s'il sera... Ouais, c'est ça. Qui t'y est collé. Oui. Et en plus, le premier contact que j'ai eu, c'était au téléphone, quoi, dans la rue. Donc, c'était typiquement le genre d'exercice qu'ils te font faire quand t'es à la fac, Mise en pratique. Voilà, vraiment mise en pratique. J'avais la circulation autour, j'entendais pas tout ce qu'elle disait, du coup, il fallait que je lui demande de répéter. Et elle répétait doucement, elle était vraiment sympa. Ouais. Et vraiment, je me suis même excusée. Je lui ai dit, je suis vraiment désolée, je dois pas trop bien parler anglais. Et elle avait été sympa. Elle m'avait dit, si, ça va, je vous ai bien compris et tout. Donc j'étais contente parce qu'on s'était bien comprises. En plus, c'était des trucs hyper techniques pour accéder à l'appartement. On savait pas du tout où il était. Il fallait récupérer 4 clés à différents endroits. Enfin, c'était. Ouais, quand même. C'était Fort Boyard. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça. Puis il fallait taper un code sur la première porte pour rentrer, après un deuxième sur la deuxième porte pour récupérer une clé ailleurs pour rouvrir encore. Enfin. Et tout ça, elle te l'a dit en anglais. Oui. Et j'ai compris. Ah, super. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est capable de mobiliser un peu dans une situation d'urgence. Là, on se concentre et on se dit, allez, là, il y a un vrai challenge, il y a une vraie utilité aussi. Ouais. Oui. C'est parce que ça va servir, quoi. Ça. Là, c'est pas juste pour avoir une note à la fin, un très bien, un truc... Mais je pense que c'est pour ça que le fait d'imaginer, de pouvoir aller vivre, faire un séjour linguistique, peut-être pendant 1 mois ou d'immersion pendant 2 mois, c'est hyper riche parce qu'en fait, on n'a pas le choix, quoi. Ouais. Et du coup, là, c'est là que tu apprends le plus parce que tu es dans le quotidien et t'es obligé, en fait, de te lancer. Et même si tu fais des heures, tu dis, tant pis, il faut que je me fasse comprendre, quoi. C'est vrai. Il y a l'utilité, le côté pratique et... je pense j'en ai déjà parlé dans mon dernier podcast, je crois, mais j'avais trouvé ça super intéressant. J'avais fait une lecture récemment où en fait, il disait que les profs au collège ou au lycée, les profs d'anglais, en fait, ils ne voient pas l'anglais qu'ils enseignent dans un objectif pratique pour les élèves, mais dans un objectif de notation et de programme, ce qui fait que en fait, on va pas nous enseigner un anglais qu'on va pouvoir utiliser. On nous enseigne un anglais qui va pouvoir être évalué. D'accord. Et c'est pour ça que quand on se retrouve à la sortie du lycée et qu'on va pour la première fois voyager ou se confronter à l'anglais réel du monde tel qu'il est en dehors de l'école, et on se dit, en fait, c'est la cata. En fait, on nous a pas du tout appris de l'anglais utile, on nous a appris de l'anglais évaluable. Et je trouve ça intéressant, cette notion de... c'est une discipline, l'anglais, en fait, à l'école. Ce n'est pas un outil de communication. Exactement. Et c'est intéressant. Et je sais que là, dans les nouveaux programmes en anglais qu'il y a en ce moment, comme j'ai des grandes sections et des CP, du coup, je fais la même chose aux deux.
avec les deux. Et en fait, on est vraiment parti dans l'initiation aux langues. C'est vraiment ça, c'est une initiation, c'est donner la découverte en fait. Ils mettent l'accent là-dessus. Et bah, tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi je suis pas du tout dans l'évaluation, je suis vraiment dans le... J'ai envie de leur donner envie en fait de faire de l'anglais, qu'ils voient que c'est quelque chose de fun, que c'est quelque chose qui est intéressant, qui est nouveau. Enfin, moi je joue vachement là-dessus. Ouais, puis qui ouvre un peu à une autre culture, à une ouverture culturelle. Mais je fais aussi de l'ouverture culturelle, on regarde... Ok. Et c'est sympa parce que du coup, les gamins, ils sont hyper curieux, quoi. Et puis, comme en plus, bah voilà, ça s'ouvre sur le monde, hein, on ne reste pas juste aux États-Unis et en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Et du coup, ils se disent, ah oui, et là, on parle quelle langue? Et franchement, du coup, dès qu'on sort le planisphère, tout de suite, voilà, ça pose plein de questions, ils ont envie d'en savoir plus. Ça, c'est super, ils ont une soif d'apprendre et de comprendre ce qui se passe autour d'eux. À cet âge-là, faut en profiter, en fait. Et l'année dernière, avec les JO, c'était sympa parce qu'on a fait un tour du monde avec une mascotte. Et donc, il y avait plein de pays forcément anglophones. Et c'était chouette parce que du coup, on a vraiment écouté aussi des gens qui parlaient anglais, mais avec d'autres accents. Hein. C'était chouette. Ah, trop bien. Ouais. Ça donne envie d'aller dans ta classe. Ouais. Viens quand tu veux. T'es la bienvenue. J'aimerais bien retourner au CP. Je fais des observations là, pendant la prochaine période, si tu veux, tu peux t'inscrire. Avec les parents. Trop bien. Juste la maman qui, oh, je suis pas dans cette école. Mais je veux juste t'admirer, c'est tout. Oh, m'admirer, arrête, tu vas me faire rougir. Parce que du coup, il y a des parents qui viennent dans ta classe regarder ce que tu fais. En fait, ils viennent juste en observation. Ouais. Donc, ils n'ont rien le droit de dire, rien le droit de faire, juste de regarder. Ouais. Et juste pour voir comment on travaille. C'est super. Enfin, je veux dire, ça démontre aussi une ouverture. Il n'y a pas de secret dans ta classe. Non, pas du tout. Alors là. Tu as une relation avec les parents. Enfin, comme je vous dis souvent, il y a très bon et parfois c'est une catastrophe et du coup bah voilà, c'est bien de souligner les perles qu'on a. Non mais c'est vrai, faut le dire quand même. Merci. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Je trouvais ça trop bien. C'est chouette. En fait, finalement, j'ai bien aimé. Tu vois, oui. Hein, c'était pas trop stressant. Non, ça va. Une fois qu'on est parti, ça passe. Ça passe bien. Et ben en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que cet échange vous aura éclairé sur voilà l'anglais perçu par une enseignante, comment elle se débrouille dans sa classe, voilà par quel parcours elle est arrivée et qu'est-ce qu'elle arrive à mettre en place et finalement tout est possible. Voilà. On finit là-dessus, je dis plus rien. C'est parfait. À bientôt, au revoir tout le monde. Au revoir. Break the Rules by Gail.